C'est un territoire labellisé Pays d'art et d'histoire d'une richesse insoupçonnée. Il se déploie le long de la rivière Gartempe dans le département de la Vienne. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Béatrice Guillonnet que je vais découvrir cette partie du Poitou-Charentes, notamment Montmorillon, réputé pour son exceptionnel patrimoine. Nous avons la chance d'être sur un secteur où la peinture murale est extrêmement bien représentée, des peintures de toutes les époques, et on peut parler vraiment de tradition de peinture murale, effectivement, le long de cette vallée de la Gartempe. J'en profiterai pour vous emmener dans un joyau de réputation mondiale, l'abbaye de Saint-Savin, surnommée la chapelle Sixtine du Moyen-Âge. On y trouve le plus vaste ensemble de peintures romanes conservées en Europe. Ce sont de très très grands artistes. La qualité d'ailleurs des surfaces peintes et de la qualité de conservation le prouve. Le temps d'un détour, dans le département de la Vienne, j'aimerais bien comprendre pourquoi on décide un jour de faire de sa passion pour le patrimoine son métier. C'est un pays un peu à l'écart des routes touristiques. Situé aux confins du Poitou-Charentes, du Limousin et du centre, il est traversé par la rivière Gartempe, longue de 200 km, au bord de laquelle se trouve Montmorillon. Une cité médiévale dont le patrimoine témoigne d'une grande et prestigieuse histoire. Bonjour Béatrice. Bonjour Eric. Alors c'est la première fois que je viens à Montmorillon et souvent les premières impressions sont les bonnes. J'aperçois un héron. C'est une ville à la campagne, c'est ça? C'est ça, la nature est très présente à Montmorillon, avec la Gartempe en particulier, et puis ses rives, effectivement. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous sur ce pont qui enjambe cette rivière, la Gartempe? Et parce que c'est là que tout a commencé, en quelque sorte. Donc au Moyen-Âge, la ville de Montmorillon va naître autour d'une traversée sur la rivière, probablement un passage à gué au départ. Et puis dès le XIIe siècle, la construction d'un pont va permettre de passer la rivière à n'importe quel moment de l'année. Et ça, c'est vraiment très important pour le développement de la ville. Et le château va protéger ce passage, situé juste sur la petite falaise juste à côté, sur un site défensif, naturel, donc bien situé, entre guillemets, pour protéger ce passage sur la rivière. Nous sommes dans le quartier du Brouard, qui est la partie la plus ancienne, en fait, au bourg castral, au pied du château. C'est là qu'on va trouver les maisons les plus anciennes, les maisons à pans de bois qu'on a pu voir tout à l'heure en passant, les fenêtres aussi à meneaux et traverses. Donc c'est là aussi qu'il y a eu toute une série de boutiques dès l'époque médiévale. C'est la rue passante, c'est la rue commerçante de Montmorillon au Moyen-Âge. Tout ce quartier qui était un quartier populaire, mais un petit peu délaissé, a repris vie, on va dire, avec cette cité de l'écrit. Donc, on a restauré le bâti. Donc, on a découvert d'ailleurs des petits éléments de l'époque médiévale au passage. C'était assez intéressant. Et toutes les maisons de ce quartier ont été réhabilitées à ce moment-là. Concrètement, cette cité de l'écrit, qu'est-ce que c'est? Alors, la cité de l'écrit et des métiers du livre, c'est l'installation de bouquinistes, d'artisans autour du livre qui s'égrènent le long des rues anciennes, justement, de la ville de Montmorillon. Je vais t'emmener ici. C'est un petit lieu assez magique et je crois que tu vas faire un petit voyage dans le temps. Je suis retourné sur les bancs de l'école. C'est incroyable ce qu'on trouve dans cette boutique. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors surtout ces cartes, moi je me souviens, elles étaient toutes accrochées au mur. Oui. Et tu sais d'où elles viennent? Non. En fait, Madeleine et André Rossignol étaient instituteurs à Nallier, donc un petit peu plus loin sur la vallée de la Gartempe. Et ils ont créé les éditions Rossignol avec toute une série d'outils pédagogiques, que ce soit des cartes, alors géographiques, mais aussi des planches sur l'histoire, les sciences naturelles, etc. Et des livres également, donc un des outils pédagogiques. Et ces éditions se sont installées à Montmorillon ensuite. Des millions d'écoliers ont vu ces images, c'est ça qui est incroyable. On n'est pas trop jeune. oui, ça dit un peu de notre âge quand même. Mais j'ignorais totalement que ça venait d'ici, de cette région et de Montmorillon. Encore une découverte. Encore une fierté pour vous, Exactement. quoi.
Le riche patrimoine de Montmorillon s'explique par l'histoire de la ville qui a connu au XVIe siècle un deuxième âge d'or. François Ier accorde à la cité le statut de sénéchaussée royale, une entité territoriale avec cour de justice. Les gens de robe, les juges, les avocats font alors construire de magnifiques hôtels particuliers. Béatrice m'emmène maintenant dans le monument le plus vaste, le plus emblématique, la Maison-Dieu, fondée au XIe siècle. Un hôpital-monastère qui avait pour vocation l'accueil des pèlerins et des malades. On y trouve un édifice exceptionnel, l'octogone, dont la particularité est d'avoir 8 côtés. Alors nous voici dans l'octogone, complètement à l'extrémité du site. Et il faut imaginer que cet édifice était au sein d'un cimetière depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la Révolution française. Alors pourquoi octogone? Le chiffre 8, à l'époque médiévale, est symbole de résurrection. Et donc il est très souvent utilisé pour les édifices qui sont liés au culte funéraire. Et ici, nous sommes dans une chapelle dédiée au culte funéraire, avec la chapelle haute et un ossuaire. La forme d'ailleurs octogonale, on l'aperçoit vraiment bien quand on est au-dessus, quand on est à l'extérieur de ce monument. Alors moi, ce qui m'a surpris, lorsqu'on pénètre généralement dans un édifice religieux, on est de plein pied. Là, on se retrouve sur une plateforme. Pourquoi? Effectivement, c'est assez particulier. Et pour le comprendre, je vais t'inviter à descendre, si tu n'es pas trop heureux, dans une petite passe ici. Il y a un petit escalier en vis qui va nous permettre de descendre un petit peu plus bas. Il est long cet escalier en fait. On descend dans les truffes. Quel lieu incroyable! Vraiment étonnant. À quoi servait cette partie souterraine? Nous sommes dans l'ossuaire. C'était l'endroit où étaient conservés les ossements des chrétiens qui étaient décédés sur le site de la Maison-Dieu, dans l'hôpital ou au monastère. Et régulièrement, dans le cimetière, il fallait faire de la place pour accueillir les nouveaux arrivants. Et les ossements étaient conservés dans un lieu bien spécifique qu'on appelle l'ossuaire. Et c'était très important dans cette sphère chrétienne de conserver les ossements dans l'attente de la résurrection. Alors là, je lève la tête et je vois cet oculus, parce qu'on l'appelle comme ça. Pour quelle raison est-il là? Faire entrer la lumière ou c'est autre chose? Alors l'oculus, il a plusieurs fonctions. Une fonction technique, puisque c'est un petit peu la clé de voûte, d'une part. Et puis c'est une symbolique aussi, puisqu'il y a le lieu de prière au-dessus et le lieu où attendent les chrétiens dans l'attente de la résurrection, justement ici dans l'ossuaire. Donc il y a une communication entre les deux espaces. Après la Révolution, le site de la Maison-Dieu a accueilli un petit séminaire, un collège et un lycée religieux qui a eu une grande importance sociale. L'église Saint-Laurent et Saint-Vincent, aujourd'hui désacralisée, y tenait une place essentielle. J'ai la sensation d'entrer dans un édifice où les siècles et les styles se superposent. Mais c'est exactement ça, tu ne crois pas si bien dire, parce que nous sommes dans une chapelle du XIIe siècle, qui a été modifiée au fil du temps, au XIXe siècle en particulier, agrandie, avec le transept et le chœur. Et puis, et surtout, ce qui saute vraiment aux yeux, ce sont ces peintures, qui sont d'influences aussi très variées, donc avec des influences romanes, gothiques, byzantines. Donc il y a vraiment un mélange, c'est un style très éclectique comme on aime le faire au XIXe siècle. Ah, parce qu'elles sont faites au XIXe Tout siècle, à fait. en fait. Oui, dans les années 1860. Et dans un but bien particulier, puisqu'on est ici dans une chapelle de petit séminaire à cette époque-là. Donc c'est un lieu d'éducation religieuse. Exactement. Et donc toutes les peintures qui sont représentées ici ont une vocation pédagogique. Alors ce qui est le plus surprenant, c'est la coupole qui est au-dessus de nous. Je n'ai jamais vu un tel programme pictural. Tu sais ce que c'est ? Non.
Ce sont donc les 9 cœurs des anges. Donc, si tu comptes bien, il y a les 9 rangées d'anges. Ce qu'on connaît les plus connus, souvent les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, mais il y en a d'autres, jusqu'à 9. Et ici, ils sont représentés, ils entourent le symbole du Christ sous la forme d'un anneau. Donc vraiment, là, on a une symbolique aussi très forte. Et puis un très beau dégradé, donc avec une profondeur qui est augmentée aussi par ce travail de peinture. Pour les amateurs d'histoire et d'art, la vallée de la Gartempe, surnommée la vallée des fresques, est un paradis. Sur une vingtaine de kilomètres, on trouve en effet une concentration exceptionnelle de peintures murales datées du XIe au XVIe siècle. Il faut être curieux, car certains de ces trésors se cachent dans des endroits très discrets. Je vous emmène à la chapelle funéraire Sainte-Catherine de Joué. Joué, c'est un petit village de 500 habitants le long de la rivière. L'édifice lui-même est de taille modeste, l'architecture très simple. Mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur, aux surprises, on découvre qu'elle est entièrement recouverte de peintures, probablement réalisées au XVe siècle. Alors il y a des scènes bibliques habituelles, mais la scène la plus étonnante, la voici. Les 3 vifs et les 3 morts. Les 3 vifs, ce sont ces 3 chevaliers jeunes et vigoureux, et les 3 morts, les 3 squelettes. Ces derniers les interpellent pour leur rappeler la brièveté de la vie et la nécessité d'être de bons chrétiens. C'est vraiment une scène étonnante par son thème, par la qualité de ses détails, mais cela n'est rien à côté des chefs-d'œuvre que vous allez découvrir à l'abbaye de Saint-Savin. Les origines de l'abbaye de Saint-Savin remontent au 8e siècle. Très vite, la communauté en charge de christianiser le Poitou va se développer, s'agrandir, au point de devenir, au XIe siècle, l'une des plus influentes de France. L'abbatiale témoigne par ses dimensions de cette réussite. Les édifices de la période romane, généralement, sont plutôt sombres. C'est tout le contraire, que c'est imposant ici. C'est imposant, c'est même assez unique en France pour cette période-là. Très peu d'édifices romans ont des dimensions aussi importantes, puisque là on est sur une nef d'à peu près 40 mètres de long et qui a une hauteur de 17 mètres de haut, ce qui a permis donc d'édifier notamment des baies et de faire rentrer la lumière pour notamment les peintures murales romanes abritées au sein de l'édifice. Les peintures que l'on trouve dans l'abbaye recouvrent une surface de plus de 400 mètres carrés. Cette Bible, en images, se lit comme un jeu de loi, une bande dessinée. Alors j'aimerais que tu m'aides, Antonin, à lire certaines de ces scènes, notamment celle-ci. Alors je la reconnais parce que c'est un objet visuellement reconnaissable. Une arche, donc c'est l'histoire de Noé, c'est ça? C'est l'Arche de Noé, c'est on va dire une scène emblématique de l'abbaye de Saint-Savin et des peintures murales qu'elle abrite. C'est une nef donc à 3 niveaux pour abriter au rez-de-chaussée les animaux à 4 pattes, les quadrupèdes. Ensuite, au niveau intermédiaire, nous retrouvons les volatiles et les oiseaux. Et ensuite, au dernier étage, la famille de Noé, notamment, qui sont donc partagés par couple en fonction notamment des différentes arcades présentes sur ce bateau, qui est un drakkar viking en fait. Ce qui peut être assez déroutant et assez insolite, avec une tête de chien. On ne sait où donner des yeux tant ce plafond est foisonnant en images. Alors, il y en a une qui me surprend, j'ai l'impression de voir un château fort, là. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ce château fort, c'est l'épisode de la Tour de Babel. C'est tout simplement la représentation d'un chantier de l'époque médiévale, comme ce qui aurait pu être ici le cas à Saint-Savin. Alors par exemple, on voit un homme qui arrive, c'est quoi? C'est des pierres qu'il est en train de porter, des pierres taillées, c'est ça? Alors oui, l'image se décompose en deux parties. On a la partie droite, où on voit des ouvriers de représenter avec un personnage qui est beaucoup plus grand que les autres, qui fait la taille donc d'un autre personnage qui est situé à gauche, qui est en fait Dieu, pour montrer tout simplement l'orgueil des hommes de vouloir construire cette tour-là. Et les personnages plus petits, sur la partie droite de l'image, représentent les ouvriers. Ensuite, on en a quelques-uns notamment sur la tour, avec notamment un système de poulies. Ça peut paraître banal aujourd'hui, mais c'était une vraie innovation à l'époque médiévale. Question très importante, à quelle époque ont été réalisées ces peintures? Alors, on estime que c'est entre 1040 et 1100. Pas de date précise, mais voilà, c'est à peu près cette période-là. Donc, on peut estimer qu'on a quasiment 1000 ans d'histoire ici à l'abbaye de Saint-Savin au niveau des peintures. Ce qui est exceptionnel, on connaît beaucoup de peintures gothiques qui arrivent donc 100-150 ans après, mais de cette période romane, c'est rare. C'est rare, c'est même unique au monde. C'est ce qu'a voulu d'ailleurs souligner l'UNESCO lors de l'inscription de l'abbaye sur cette prestigieuse liste en 1983. C'est effectivement tant la surface peinte qui a été conservée et aussi la qualité de conservation. Ce qui me surprend, Anthony, c'est qu'il y a également des peintures sur les colonnes. Ce sont des peintures, des reprises du 19e siècle sur un modèle de l'époque médiévale. Il faut savoir voilà, que le marbre n'est pas un matériau très local, disons-nous, et ça coûtait excessivement cher à l'époque d'en importer. C'est un effet trompe-l'œil qui a été utilisé dès l'époque médiévale par les moines et notamment par les peintres qui ont peint ces peintures-là. Comment ont-ils procédé? Parce que pour peindre, il fallait aller jusqu'au sommet, jusqu'au plafond. Alors, on n'a aucune certitude de comment se déroulait de manière précise un chantier à l'époque médiévale. Néanmoins, grâce à de nouvelles technologies et notamment aux nouvelles offres de visite que nous avons à l'abbaye de Saint-Savin et la tablette numérique, nous avons pu reconstituer ce qu'aurait pu être le chantier à l'époque médiévale, c'est-à-dire avec donc, de grands échafaudages. Il faut imaginer des échafaudages de quasiment 20 mètres de haut, tout en bois. Et donc, il faut imaginer donc, des peintres et des bâtisseurs, notamment donc, dessinant, mettant de la couleur sur la voûte de la nef et la tribune, avec un éclairage pas toujours optimal. On peut être dans des positions assises, allongées, bref, pas très évident pour peindre, disons-nous. Et on a quand même plus, encore une fois, de 400 mètres carrés de peinture murale peinte. C'est quelque chose de remarquable. Il s'en est fallu de peu pour que ces peintures ne disparaissent à jamais. En 1820, la foudre détruit une partie de la flèche qui s'effondre sur la toiture et lézarde la voûte. Il pleut dans l'église. Le maire de la commune part au plus pressé. Il fait boucher les fissures et commence à badigeonner les peintures. Heureusement, Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, va se démener pour faire classer l'abbaye et finalement la sauver. Toi qui viens tous les jours, tu prends toujours autant de plaisir à la regarder, à l'admirer, cette abbaye? En fonction des saisons, de la luminosité, également du lever, du coucher du soleil. Les saisons, bref, c'est différent à chaque fois. Le regard, notamment sur les peintures murales, il y a certains détails que, voilà, même encore aujourd'hui, je découvre, même si ça fait plusieurs années que je travaille ici. Donc, c'est toujours avec autant de plaisir que je découvre voilà, un bouton de manchette, un nouvel animal, etc. Des personnages même que je n'ai pas encore vus. Donc, jusqu'alors, c'est toujours un plaisir. Changement d'ambiance total. Petit matin, en pleine nature, où j'ai retrouvé comme prévu Béatrice, qui veut me montrer l'un de ses endroits préférés le long de la rivière Gartempe.
Alors voilà, Eric, l'endroit que je voulais te faire découvrir absolument aussi aujourd'hui, c'est le site du Roc d'Enfer sur la Gartempe. Un lieu magnifique, un site naturel. On n'est pas sur du patrimoine bâti, comme on a pu voir. On est sur un site classé, mais naturel, donc un monument en soi. Un monument, tu peux le dire, parce qu'on a presque la même sensation qu'en rentrant dans un grand édifice. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est inhabituel aussi. Oui. Ces chaos granitiques sont quand même assez monumentaux, donc ils s'imprègnent vraiment dans le paysage. Donc c'est vraiment un site assez particulier qui marque la transition aussi entre le Limousin et le Poitou. C'est toujours la rivière Gartempe, mais elle est beaucoup moins calme que ce que l'on a vu jusqu'à présent. C'est ça. Ici, on est vraiment encore sur une rivière tumultueuse qui hérite un peu des contreforts du Massif central. Donc c'est la rivière sauvage encore. Et puis après, elle va s'assagir, c'est ce qu'on dit. Elle s'élargit aussi et puis elle passe sur le calcaire. Donc un changement total. C'est un endroit prisé aussi par les sportifs. Oui, les kayakistes aiment beaucoup cet endroit. Il y a des compétitions de niveau national donc, qui se tiennent régulièrement sur le site. Et puis, c'est un endroit aussi où on peut faire de l'escalade. Et donc, c'est vraiment un site qui va aussi bien aux amateurs de nature qu'aux sportifs, aux contemplatifs aussi. C'est un lieu calme, reposant, où on peut laisser partir son imaginaire aussi. Le Roc d'Enfer se situe à proximité de l'endroit où vit Béatrice avec Pierre-Charles, son compagnon. Et autant vous le dire, je ne m'attendais pas du tout à découvrir un château. Eh bien, Eric, je te présente Pierre-Charles, mon compagnon. Bonjour. Bienvenue au Cluseau. Quel bel endroit. Cet édifice, il date de quelle période? Ce que tu as sous les yeux, c'est 14-15e. Magnifique. Vous me montrez? Avec plaisir. C'est une forme très originale quand même. Atypique parce que c'est construit sur le rocher, donc il a épousé la forme du rocher. C'est ça, ouais. Oh, c'est beau. La réalité de vie de château, c'est ce qu'on imagine. Farniente, grand luxe. Pour avoir un truc comme ça, soit tu as beaucoup d'argent, soit tu as beaucoup de courage. Nous, il faut qu'on ait du courage. Oui, parce que, par exemple, j'ai vu une échelle là, sur le toit. Ça veut dire que Donc, tu fais venir des artisans pour réparer? Non, on n'a pas les moyens d'entretenir comme ça. Donc, moi, je suis du bâtiment et donc je fais tous les travaux. Mais en dehors des travaux ponctuels, tu as déjà l'entretien général de la propriété qui t'occupe suffisamment pour oublier le canapé le week-end. C'était un rêve pour chacun de vous deux, un jour vivre dans un château du XVe siècle, avec ce poids de l'histoire autour, Béatrice? Alors pour moi, oui, depuis toute petite, en fait. J'ai toujours été très intéressée par le Moyen-Âge. Donc mes grands-parents habitaient à côté d'un château au XVe aussi. Donc j'ai baigné un peu dans cette ambiance. Et puis j'ai un instituteur aussi qui m'a donné le goût de l'histoire, de façon générale, et encore plus du Moyen-Âge. Et donc c'est vraiment une période, oui, qui m'a toujours intéressée. Donc c'était effectivement un rêve. Vous avez en passion commune l'histoire, le patrimoine, le Moyen-Âge, ça a compté dans votre rencontre? Forcément, oui. Vas-y. Je reçois un courrier, Béatrice Guillonnet, animatrice du patrimoine, vous avez un bâtiment avec un intérêt historique, est-ce que vous seriez d'accord pour le faire visiter ? Et donc, sur le principe, je lui ai dit oui tout de suite. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, tiens, elle est intéressante, madame Béatrice. Et puis, elle a fait ça, donc en suivant, elle a fait sa visite et puis elle est restée. Est-ce que c'était important pour toi de faire de ta passion, le patrimoine, ton métier? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Mais l'avantage, c'est quand même de faire quelque chose qu'on aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, en général, on le fait plutôt bien. On essaie, en tout cas. En tout cas, on y prend beaucoup plus de plaisir. Et je pense que c'est vraiment aussi l'idée de partager aussi cette passion-là avec les personnes qui viennent aux différentes visites, aux animations. Donc oui, c'est vraiment important. C'était vraiment un très bon moment. Et je propose qu'on fasse un dernier trinque. Alors voilà. Un grand merci à toi aussi, Eric. Et à la vallée de la Gartempe. Et à la vallée de la Gartempe. Pour terminer cette émission, je voulais vous emmener dans un autre endroit, l'un de mes coups de cœur en Nouvelle-Aquitaine,
Angles sur l'Anglin, labellisé plus beau village de France. Une très belle cité médiévale avec son église romane, ses belles maisons avec les tuiles plates dominées par les vestiges d'un château féodal que l'on peut d'ailleurs visiter, juché sur un piton en surplomb de la rivière, l'Anglin. Je repars de cette balade dans la Vienne avec de belles images des monuments historiques, des œuvres d'art qui m'ont procuré des émotions. Et c'est sans doute là que réside pour moi ce que j'appelle la magie du patrimoine. Nous relier au passé, mais sans nostalgie, juste pour nous permettre de vivre encore plus intensément le présent.